Note sur l'expérience privée et les sense data. L'expérience de la peur nous paraît être, lorsque nous philosophons, une expérience informe derrière l'expérience du tressaillement. Je prétends seulement que l'affirmation selon laquelle le mot peur signifie quelque chose qui accompagnerait l'expérience de la manifestation de la peur est une source d'erreur. L'air égaré et la voix blanche semblent être seulement des moyens dont nous nous servons pour communiquer le véritable sentiment intérieur. Qu'est-ce qui, dans cette affaire, provoque mon embarras? Voilà le problème philosophique. De cette expérience déterminée, quelque chose peut être dit, mais il semble qu'il y a autre chose encore, et précisément l'essentiel, qui ne se laisse pas décrire. On dit dans ce cas qu'une impression déterminée reçoit un nom. Il y a là quelque chose d'étrange et de problématique, car c'est comme si l'impression était quelque chose de trop éthéré pour qu'on la nomme épouser la fortune d'une femme. Tu dis que tu as une impression insaisissable, je ne mets pas en doute ce que tu dis, mais je demande si tu as dit là quelque chose, c'est-à-dire à quelle fin, à quel jeu tu as prononcé ces mots. C'est comme si tu ne pouvais pas me dire exactement ce qui se passe en toi et que tu puisses néanmoins m'en dire quelque chose de général en disant par exemple que tu as une impression qui ne peut être décrite. Pour ainsi dire, il y a quelque chose de plus dans ce qui se passe en toi, seulement tu ne peux pas le dire. Tu ne peux qu'énoncer cette proposition générale, telle est l'idée qui nous met au rouet. Il n'y a pas seulement le geste, il y a aussi un sentiment particulier que je ne puis décrire, au lieu de quoi tu aurais dû dire « J'essaye de te faire saisir un sentiment », c'eût été là une remarque grammaticale indiquant quel l'usage je suis supposé faire de l'information que tu me donnes. C'est presque comme si je disais « Voilà ce que j'appelle A », et c'est une couleur sur quoi j'attire ton attention, non une forme. Comment pouvons-nous désigner la couleur et non la forme, ou la sensation du mal de dents et non la dent, etc. Qu'appelle-t-on décrire à quelqu'un ce que l'on sent? Je donne un nom à ce que je ressens en ce moment, je ne sais pas très bien ce que vous êtes en train de faire là. Cette douleur, je l'appelle mal de dents et je n'arrive jamais à lui en faire comprendre la signification. Mais nous sommes soumis à une impression, celle de pouvoir désigner la douleur en tant qu'elle ne serait pas vue par l'autre, de la nommer. Que veut dire en effet tel nom a pour signification telle sensation, ou encore la douleur est le support d'un nom? Je sais ce que je veux dire par mal de dents, mais l'autre ne peut pas le savoir. Lorsque quelqu'un dit « je me parle à moi-même », en général il veut simplement dire que celui qui parle est aussi le seul à écouter. Si je regarde quelque chose de rouge et que je me dis « ceci est rouge », suis-je en train de me donner une information à moi-même, de me communiquer à moi-même une expérience personnelle? Quelques-uns emportés par la philosophie pourraient être enclins à dire que c'est là le seul cas véritable de communication de l'expérience personnelle, puisque je suis le seul à savoir ce que j'entends vraiment par rouge. Rappelez-vous dans quel cas seulement bien spécifié il y a du sens à informer quelqu'un que la couleur qu'il voit en ce moment est rouge. La difficulté tient à ce que nous avons l'impression d'avoir dit quelque chose de la nature de la couleur, de la douleur, lorsque nous disons que nul ne peut ressentir la douleur d'un autre. Peut-être ne serions-nous pas enclins à dire que notre assertion est physiologique et même psychologique, mais qu'elle est métapsychologique, métaphysique, qu'il s'agit d'une assertion sur l'essence de la douleur, sur sa nature, considérée comme opposée au rapport de causalité de la douleur et de certains autres phénomènes. C'est un peu, semble-t-il, comme s'il était non pas faux, mais dépourvu de sens de dire « je ressens ces douleurs », et qu'il en fût ainsi par suite de la nature de la douleur, de la personne, etc. Bref, comme si cet énoncé était au bout du compte un énoncé sur la nature des choses. Ainsi parlons-nous de quelque chose comme d'une asymétrie dans notre mode d'expression, et considérons-nous celle-ci comme un reflet de la nature des choses. Peut-on dire, dans ce que je dis de l'expérience de l'autre, cette expérience elle-même n'entre pour rien, à l'inverse, dans ce que je dis de mon expérience, celle-ci entre elle-même en jeu. C'est en sa présence même, si l'on peut dire, que je parle de mon expérience. Mais l'expérience que je possède semble, en un certain sens, remplacer la description de cette expérience. Elle est sa propre description. Je ne puis du tout savoir s'il voit quelque chose ou s'il se comporte. Seulement, comme je fais quand je vois quelque chose, il semble indubitable qu'il y ait une asymétrie dans l'usage du mot « voir » et dans celui de tous les mots relatifs à l'expérience personnelle. On est tenté d'en rendre compte en disant « je sais quand je vois quelque chose du simple fait de le voir sans avoir besoin d'entendre ce que j'en dis ou d'observer le reste de mon comportement, tandis que je ne sais qu'il voit et ce qu'il voit qu'en observant son comportement, c'est-à-dire indirectement. » Petit a, on se méprend quand on dit « je sais ce que je vois parce que je le vois ». Que signifie un tel savoir? Petit b, il est juste d'affirmer que ce qui me fait dire que je vois n'est pas l'observation de mon comportement, mais ceci est une proposition grammaticale.
petit c, il semble que le fait que je ne puisse savoir qu'indirectement qu'il voit soit une imperfection, mais il s'agit là simplement de la façon dont nous usons du terme voir. Pourrions-nous alors, si nous le voulions, dire je sais directement qu'il voit? Certainement. Devrions-nous dire que quelqu'un qui n'a pas fait l'apprentissage du langage sait qu'il voit du rouge mais ne peut pas l'exprimer? Ou encore il sait ce qu'il voit mais ne peut pas l'exprimer, ce qui implique qu'au-delà du fait de voir, il posséderait également le savoir de ce qu'il voit. Supposons maintenant que ma question ait été la suivante: comment sais-je que je vois et que je vois du rouge? C'est-à-dire, comment sais-je que je fais ce que je vous appelais voir et voir du rouge? En effet, c'est dans un jeu que nous jouons l'un avec l'autre que nous employons les mots voir et rouge. Usage de il sait quelle couleur il voit, je sais quelle couleur j'ai vu, etc. Comment savons-nous quelle couleur une personne voit? Est-ce par l'échantillon qu'elle nous montre? Et comment savons-nous la relation de l'échantillon est supposée avoir avec l'original? Devons-nous dire alors qui ne saura jamais? N'aurions-nous pas mieux fait plutôt de rayer de notre langage ce qui saura jamais et d'examiner comment dans la réalité des faits nous usons habituellement du terme savoir? Et si quelqu'un demandait comment sais-je que ce que j'appelle voir du rouge n'est pas une expérience entièrement différente à chaque fois et que je ne suis pas victime d'une illusion qui me pousse à croire qu'il s'agit de la même expérience ou presque? Ici encore revient la réponse, je ne puis savoir, et la suppression de la question qu'elle entraîne. Il est mieux placé que moi pour dire ce qu'il voit, cela dépend. Dirons-nous, il nous dira ce qu'il a vu, autant dire qu'il fera usage d'un langage que nous lui aurions jamais appris, que nous lui aurions jamais appris. C'est comme si nous possédions maintenant une vue sur l'intérieur de ce que nous n'avons vu auparavant que de l'extérieur, intérieur et extérieur. Notre enseignement relie, ou est supposé relier, le mot rouge à une impression propre à quelqu'un, une impression privée, une impression en lui. Quelqu'un qui communique ensuite cette impression indirectement, bien entendu à travers l'élément du discours. Aussi longtemps que vous usez de ce stéréotype, direct-indirect, vous ne pouvez vous fier à vous-même à d'autres égards quant à la situation grammaticale. Est-ce que dire ce que l'on voit, c'est exhiber le dedans au dehors? Et apprendre à dire ce que l'on voit, est-ce apprendre à laisser les autres voir au dedans de nous? Nous lui apprenons à nous faire voir ce qu'il voit. Il semble qu'il nous montre de façon indirecte l'objet qu'il voit, l'objet qui est devant son œil mental. Nous pouvons regarder cet objet, il est en lui. Idée de l'objet privé de la vision apparence, sens datum. D'où vient l'idée du caractère privé des sens data? Mais prétendez-vous vraiment dire qu'ils ne sont pas privés? Qu'une personne peut voir le tableau qui se forme devant l'œil d'une autre? Assurément, vous n'iriez pas penser que raconter à quelqu'un ce que l'on voit puisse être un mode de communication plus direct que de lui en montrer un échantillon. Si je dis ce que c'est que je vois, comment comparais-je ce que je dis à ce que je vois, de façon à savoir si je dis vrai? Mentir sur ce que je vois, pourriez-vous dire, c'est savoir ce que je vois et dire autre chose, en supposant que cela consiste seulement à me dire in petto dans la poitrine ceci est rouge, et à dire à haute voix ceci est vert. Comparer mentir et dire vrai dans le cas où il s'agit de dire quelle couleur vous voyez, et dans le cas où il s'agit de décrire un tableau que vous avez vu ou de dire le nombre exact de choses que vous aviez à compter, confrontant ainsi ce que vous dites et ce que vous croyez voyez. Y a-t-il toujours confrontation? Ou encore, lorsque je prononce le mot rouge, pourrait-on appeler cela donner une image de la couleur que je vois, à moins qu'il ne se forme une image par la connexion du mot avec un échantillon? Mais montrer un échantillon, n'est-ce pas présenter une image? Ce que je montre révèle ce que je vois. En quel sens le fait-il? L'idée est ici que vous pouvez maintenant regarder, pour ainsi dire, à l'intérieur de moi, alors que je ne vous révèle ce que je vois qu'à l'intérieur d'un jeu de révélation, de dissimulation, qui se joue entièrement avec les signes d'une seule catégorie, direct-indirect. Nous pensons à un jeu dans lequel il y a un dedans au sens normal du terme. Nous devons être clairs sur la façon dont nous employons en fait la métaphore de la révélation dehors et dedans, faute de quoi nous serons tentés de chercher un dedans au-delà de ce qui est le dedans dans notre métaphore. S'il avait appris à me montrer ou à me dire ce qu'il voit, il pourrait maintenant me le montrer, sans doute, mais me montrer ce qu'il voit, à quoi cela ressemble-t-il? C'est indiquer quelque chose dans des circonstances bien particulières, ou est-ce quelque chose d'autre? Ne vous laissez pas égarer par l'idée de l'indirect. Vous comparez cette assertion avec une assertion du type « S'il avait appris à s'ouvrir, open up, je pourrais voir maintenant ce qu'il y a dedans. Je veux bien, mais rappelez-vous à quoi fait songer dans ce cas s'ouvrir, open up. » Mais qu'en est-il du critère selon lequel il y a ou non quelque chose dedans? Nous disons alors « Je sais qu'il y a quelque chose dedans, dans mon cas. » Telle est la façon dont je sais qu'il y a un dedans, et c'est ce qui me conduit à en supposer l'existence également chez l'autre.
De surcroît, nous n'essayons pas de dire que jusqu'à ce moment, nous n'avons pas eu connaissance du dedans d'une autre personne, mais que l'idée de cette connaissance est liée à l'idée de moi-même. Lorsque donc je dis « il a mal aux dents », je suppose qu'il ressent la même chose que moi lorsque j'ai mal aux dents. Supposez que j'ai dit lorsque je dis « je suppose qu'il a mal aux dents », je suppose qu'il ressent la même chose que moi lorsque j'ai mal aux dents. C'est comme si je disais lorsque je dis « ce coussin est rouge », je veux dire qu'il a la même couleur que le sofa lorsque celui-ci est rouge. Mais ce n'était pas ce que j'entendais dire dans ma première phrase. Je voulais dire que parler de son mal de dents était fondé de toute façon sur une supposition qui par son essence même est invérifiable. Pourtant, si vous y regardez de plus près, vous verrez que c'est là une représentation entièrement fausse de l'usage de l'expression mal de dents. Deux personnes peuvent-elles avoir la même image remanente ? Jeu de langage, description de l'image qui se forme devant l'œil mental de quelqu'un. Dans quel cas dirions-nous qu'elles ont deux représentations parfaitement similaires mais non identiques? Il semble que j'essaye de dire que quelque chose s'applique à moi, Ludwig Wittgenstein qui ne s'appliquerait à personne d'autre. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait une asymétrie. J'exprime les choses asymétriquement, mais je pourrais les exprimer symétriquement. C'est alors seulement qu'on verrait quel fait nous pousse à adopter une expression asymétrique. C'est ce que je fais en étendant l'usage du mot « je » à tous les corps humains en tant qu'ils sont opposés au seul Ludwig Wittgenstein. Je me propose de décrire une situation dans laquelle je ne serais pas tenté de dire que je prétends ou que je crois que l'autre ressent la même chose que moi, ou en d'autres termes, une situation dans laquelle nous ne parlerons pas de ma conscience et de sa conscience, et dans laquelle l'idée que nous pourrions être conscients que nous ne pourrions être conscients que de notre propre conscience ne nous effleurait pas. L'idée de l'ego en tant qu'habitant d'un corps doit être abolie. Si quelque conscience que ce soit s'étend à tous les corps humains, alors nous ne serons plus aucunement tentés d'user du terme égo. S'il est absurde de dire que je sais seulement que je vois et non que les autres voient également, cela n'est-il pas de toute façon moins absurde que de soutenir le contraire? Une philosophie qui serait l'exact opposé du solipsisme est-elle impensable? L'idée de l'élément constitutif d'un fait, ma personne ou une personne est-elle un élément constitutif du fait que je vois ou non? On exprime ainsi une question relative au symbolisme exactement comme si c'était une question concernant la nature des choses. Jeu de langage, je peins pour moi-même ce que je vois, le tableau ne me contient pas moi. Et si l'autre personne décrivait toujours correctement ce que j'ai vu et imaginé, ne dirais-je pas qu'elle sait ce que je vois? Mais qu'en est-il si elle le décrit de travers en telle ou telle occasion? Ne dois-je pas dire qu'elle s'est trompée? Pourquoi devrais-je dire cela, et non pas plutôt qu'elle a oublié le sens des mots qu'elle emploie? Mais en définitive, je suis le seul à pouvoir décider une fois pour toutes si ce qu'elle a dit est correct. Nous ne pouvons prétendre qu'elle sait ce que je vois et moi non. Si nous pouvons même le prétendre, quelqu'un peut-il être dans le doute sur le point de savoir si ce qu'il voit est rouge ou vert? Développer la question. Assurément, s'il y a un savoir quelconque, il faut qu'il sache ce qu'il voit. Il est vrai que le jeu qui consiste à montrer ou dire ce que l'on voit est un des jeux de langage les plus fondamentaux, ce qui veut dire que ce que nous appelons dans la vie quotidienne l'usage du langage présuppose le plus souvent ce jeu-là. Je peux, pour ce que je vois, utiliser la forme impersonnelle de la description et le fait que je dise « pour ce que je vois » ne veut aucunement dire en définitive qu'il s'agirait simplement d'une description personnelle déguisée, car je n'ai rien fait d'autre que de m'exprimer dans notre forme habituelle d'expression, c'est-à-dire en français. Le solipsiste prétend-il aussi qu'il est le seul à savoir jouer aux échecs? Mais il dira qu'il existe un support à la phrase « je vois » lorsque c'est lui qui la prononce et qu'elle est vraie. Support qui n'existe plus derrière « je vois » ou « il voit » lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parle. Il est bien certain, veux-je dire, que pour être tout à fait franc, je suis contraint de dire que j'ai quelque chose que personne d'autre n'a, mais qui est « je ». Bon Dieu, je ne m'exprime peut-être pas correctement, mais il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas nier que mon expérience personnelle existe et qu'en un sens tout à fait fondamental, elle n'a pas de voisin.